On va parler aujourd'hui de la surefficience et des différents profils qui peuvent se caractériser au travers de cette appellation qu'on retrouve aussi haut potentiel, de multipotentiel, zèbre, douance, et comment du coup il y a un profil type qui est assez connu en psychologie au travers des études depuis de nombreuses années qui ont été réalisées auprès de différentes personnes, mais qu'il y a, au travers de l'appellation d'hypersensible, un autre profil qui semblerait aussi haut potentiel et qu'on appelle haut potentiel émotionnel. Celui-là, on n'en parle pas beaucoup parce que depuis plus d'une dizaine d'années que le sujet est étudié en psychologie ou en psychiatrie, au travers des neurosciences et en psychopathologie, eh bien, le haut potentiel, c'est essentiellement ce qui caractérise des compétences intellectuelles, un haut niveau de compétences intellectuelles, mais il y a d'autres niveaux de compétences vu qu'il y a différentes formes d'intelligence. Donc pourquoi finalement un haut potentiel serait uniquement caractérisé par des compétences, soit des intelligences plutôt cognitives, donc plutôt cerveau gauche, que identifiées selon une acuité très élevée dans les formes d'intelligence dites cerveau droit, ou plutôt caractérisées. Je voulais vous informer de la sortie de la formation en ligne issue de l'atelier que j'ai réalisé depuis 2 ans, qui s'appelle Établir le canal, qui est une initiation à la technique de cohérence rapide. Ça va vous permettre de pouvoir accéder à une dimension d'état modifié de conscience beaucoup plus ancrée. Une formation que je vous ai concoctée en 2 modules. Un module constitué avec différentes vidéos séquencées de conférences explicatives sur les modalités de fonctionnement des différents états de conscience, de la captation et la perception des manifestations de ce qu'on appelle les guides ou des autres énergies guidantes, comme j'aime à les appeler. Et puis un autre module qui est plus axé sur des pratiques et des exercices guidées, différentes, de façon à ce que vous puissiez les utiliser autant que vous le souhaitez, avec des formats différents, un format beaucoup plus grand, conséquent, qui peut être utilisé pour la première initiation, puis ensuite un autre format qui est un petit peu plus rapide, de façon à ce que, une fois que l'habitude et l'initiation a été faite, vous puissiez continuer de pratiquer de façon plus rapide. Et puis ensuite, une autre séquence que je vous ai mis en bonus et qui correspond à l'activation de ressources intérieures qui vont vous bénéficier à un état de bien-être, donc que vous pouvez utiliser, qui est très puissant et qui vous permet justement de retrouver un ressourcement régulièrement. Cette formation en ligne, elle vous permet d'approfondir vos capacités de méditation, vos capacités de manifestation de mémoire positive, vos capacités de stabilisation et d'augmentation de niveau vibratoire, et elles peuvent aussi contribuer à vous préparer aux séances d'hypnose que je propose. Je vous le rappelle, hypnose n'est pas que visualisation. Donc il y a vraiment une qualité de compétences exploratoires mémorielles à développer, et en tout cas de mettre en place un mode opératoire, une technique qui vous permet très rapidement de vous connecter et de vibrer une mémoire évolutive, donc positive. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller découvrir cette nouvelle formation dans la barre d'infos, toutes les informations, et de pouvoir rejoindre la formation si vous le souhaitez. Alors on va commencer par simplement parler de la surefficience, ce qu'on appelle des profils de haut potentiel, de multipotentiel, de zèbre ou de douance. Voilà comment on peut les identifier. Comment c'est défini en fait la surefficience? Eh bien, un haut potentiel, il définit une intelligence non pas supérieure, mais qui permet d'établir plus rapidement que la moyenne d'un individu lambda
de sa tranche d'âge, des liens entre les expériences, c'est-à-dire une situation, une parole, une attitude, une situation vécue et son propre stock de mémoire enregistré. La rapidité de connexion de ces informations est de 2 à 2,5 fois supérieure à la moyenne. Donc par rapport à une personne dans la même tranche d'âge et catégorisée comme normaux pensants. Et chez les hauts potentiels, la caractéristique, c'est une ergonomie cérébrale qui va caractériser en fait une pensée en arborescence. Ça, c'est ce qu'on retrouve chez tous les hauts potentiels. C'est-à-dire, alors que chez la plupart des autres personnes, la pensée est plutôt linéaire, focusée sur une information, une directive qui amène à certaines étapes, et bien chez un haut potentiel, une idée en engendre une multitude d'autres, d'où cette pensée donc en arborescence. Si vous demandez à une personne qualifiée de haut potentiel de faire une dissertation, une présentation, une conférence sur un sujet, en commençant à s'y mettre, en étudiant différents supports, va surgir d'un seul coup une multitude d'autres informations qui vont lui permettre de faire d'autres parallèles avec d'autres aspects ou d'autres sujets que celui sur lequel elle était focusée, donc concentrée. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et d'ailleurs, la belle représentation de cette typicité d'ergonomie cérébrale qu'on retrouve chez un haut potentiel, c'est ces fameuses représentations en arborescence de tout un tas d'idées. D'accord ? Ça, c'est vraiment l'iconographie ou la représentation caractéristique d'un cerveau de haut potentiel. Les premières découvertes scientifiques, c'est-à-dire en psychiatrie, en neurobiologie, en psychologie, permettaient de diagnostiquer un haut potentiel par son niveau d'acuité d'intelligence cognitive. D'où l'identification et la dénomination de haut potentiel intellectuel, et donc qu'on mesure au travers du quotient intellectuel, du QI. Ces formes d'intelligence sont caractéristiques des compétences cerveau gauche, dit intellectuelles, d'où le nom haut potentiel intellectuel, et dont il est possible d'évaluer le niveau d'acuité grâce aux tests psychométriques. Donc tous les tests de QI que vous pouvez passer chez un psychologue ou que vous pouvez trouver sur Internet, ou d'autres qui sont élaborés de façon spécifique pour l'identification d'un haut potentiel intellectuel, sont des tests psychométriques qui permettent d'évaluer de façon quantitative des intelligences cognitives, donc plutôt caractérisées par ce qu'on appelle en psychologie le cerveau gauche. Mais il existe d'autres formes d'intelligence, dont celles caractéristiques des compétences du cerveau droit, de ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, donc des intelligences plutôt caractérisées d'intuitives. Mais celles-ci, il est difficile, voire impossible, de les évaluer avec les mêmes tests psychométriques, donc plutôt quantitatifs, qui sont donc, eux, vous l'avez compris, plutôt préparés pour qualifier, quantifier un niveau d'acuité, d'intelligence cognitive. L'intelligence intuitive, développée de façon accrue, détermine un profil de haut potentiel différent que celui du haut potentiel intellectuel. Là, on va commencer à parler de haut potentiel émotionnel et qu'on peut quantifier grâce à ce qu'on appelle un quotient émotionnel. Mais les sciences humaines ne sont pas comme les mathématiques, par exemple, des sciences dures, mais plutôt des sciences molles. Il est toujours très difficile d'évaluer le qualitatif. Donc, pour identifier un haut potentiel émotionnel, eh bien, il va y avoir d'autres outils qu'il va falloir développer qui sont eux plus qualitatifs. Donc vous avez compris qu'il existe d'autres formes d'intelligence que celles qui sont manifestées par des compétences de cerveau gauche, c'est-à-dire des intelligences qualifiées de beaucoup plus cognitives.
Et donc, l'identification du haut potentiel émotionnel, eh ben, il va pouvoir se réaliser au travers de critères ou grâce à des critères d'évaluation qualitatifs comme quoi, par exemple, ben, notamment la manifestation de symptômes ou de comportements ou de ressentis lors de contextes différents dans lesquels chaque personne est située. Et donc, ben, on retrouve toute cette identification, notamment dans ce profil de personnes sous la description d'hypersensibles. Celles qui sont qualifiées d'hypersensibles, étonnamment, regroupent un niveau d'acuité assez élevé quant aux intelligences dites émotionnelles, dites intuitives. Alors, du coup, dans les deux cas, on peut parler d'hypersensibilité, puisqu'il y a un niveau d'acuité et une réponse et une rapidité de connexion et d'établissement de liens connectiques cérébrales qui sont toutes reliées à différentes zones et activités du corps et qui permettent de capter au travers de canaux de perception d'information. Donc c'est ça qui est une intelligence. Bien simplement, ces capacités ou cette hypersensibilité, c'est-à-dire ce niveau d'acuité plus élevé que la moyenne, va juste se situer dans des champs d'information différents. Donc c'est le haut niveau d'acuité de perception d'information, quelle qu'en soit l'origine du champ d'information, c'est-à-dire physique, mentale, énergétique, quantique, qui détermine une sensibilité plus haute que la moyenne. Et ce sont les caractéristiques de la surefficience, cette acuité de perception d'information que la plupart d'autres personnes ne captent pas. Et c'est ça un profil de haut potentiel. Donc on peut d'ores et déjà en fait faire un parallèle entre ces capacités et ces profils de haut potentiel dits émotionnels avec ce qu'on peut et ce qu'on aura pu identifier de l'hypersensibilité. De toute façon, les caractéristiques de surefficience, donc de haut potentiel, amènent forcément à une hypersensibilité. Voilà. La seule différence entre ces deux profils concerne leur champ d'hypersensibilité, c'est-à-dire le champ d'information auquel, en fait, elles ont une plus grande capacité de captation et de connexion en réaction des informations. Alors maintenant, on va voir justement ce que c'est que l'hypersensibilité, comment c'est défini à l'origine depuis l'apparition en fait de ce terme et la découverte. En psychologie, l'hypersensibilité, c'est défini comme une sensibilité plus forte que la moyenne à différents stimuli, provisoire ou durable, qui peut être vécu avec difficulté par la personne concernée ou perçu comme exagéré, voire extrême par son entourage, par rapport à ses réactions justement à ces stimuli. C'est la psychologue américaine Helen Aron qui, pour la première fois, utilise le terme d'hypersensible ou d'hypersensibilité en 1990. En France, le psychanalyste et écrivain Saverio Tomasella a continué de sensibiliser à cette cause en créant notamment en 2019 la journée de l'hypersensibilité. Peut-être que vous en avez entendu parler. L'hypersensibilité, c'est considéré comme un trait de caractère qui touche 11 millions de Français et concerne autant les hommes que les femmes, bien qu'il soit peut-être plus facilement accepté chez les femmes que chez les hommes, tant par les personnes elles-mêmes que par l'entourage. En tout cas, dans le monde, dans des pays qui sont capables d'identifier ces caractéristiques-là, ça concernerait à peu près 20% de la population. Les personnes hypersensibles, elles perçoivent le monde avec une grande acuité. Donc, on a toujours cette notion de grande acuité qui peut provoquer chez elles des réactions tout aussi intenses au regard des autres personnes qui ne présentent pas ce trait de caractère. Et en même temps,
eh bien, ça peut aussi être ressenti par une autre personne hypersensible, mais qui n'a pas d'acuité dans les mêmes capacités d'intelligence que une autre personne, comme quelque chose de too much, en fait, de trop. Face à une même situation, l'intensité de leur réaction peut varier d'un état de malaise ressenti, gérable sur le moment, à une grande douleur et jusqu'à une perte de contrôle pour les hyperempathes. Là, on touche beaucoup plus l'aspect des hauts potentiels émotionnels. Il y a une particularité de l'ergonomie cérébrale chez les hauts potentiels et qu'on retrouve chez ce qui est caractérisé dans l'hypersensibilité. Il y a beaucoup de connexions qui permet une grande excitabilité cérébrale, neuronale. La grande capacité de perception de stimuli génère une grande acuité de perception d'informations dans les différents champs auxquels nous avons possibilité d'avoir accès. Ce qui implique une fatigue plus grande et demande l'observation de temps de repos par éloignement de ces mêmes sources de stimulation qui peuvent être différentes. Et c'est important à ce moment-là de bien les identifier. Cette sensibilité, elle correspond à une grande capacité à recevoir et à émettre des informations en provenance et au travers de différents champs, donc corporels, émotionnels, quantiques, ce qu'on appelle spirituel, et mental. Chacun plus ou moins accessible, donc selon chaque personne hypersensible. Il est à noter quelque chose de très important, c'est qu'il existe différents types d'hypersensibilité, caractérisés et définis par et dans le domaine de l'hypersensibilité et qui varient selon l'acuité de perception de certains champs d'information. Donc tous les hypersensibles ne se ressemblent pas. Et dans l'hypersensibilité, il y a différentes caractéristiques qui correspondent à une acuité élevée, mais dans différents champs d'information. Voilà ce qui fait la différence. Et voilà, dans les grandes lignes, la définition de l'hypersensibilité. Alors, les symptômes de l'hypersensibilité, je vais vous en donner une liste non exhaustive, très synthétique, mais elles sont celles-ci. En tout cas, c'est celles qui ont été caractérisées, définies par Hélène Aron, qui a créé ce terme d'hypersensibilité. La première chose, c'est un faible seuil de tolérance à la stimulation, un besoin de solitude, une sensibilité à la lumière, une sensibilité au son, une sensibilité aux odeurs, une sensibilité au goût, une sensibilité aux textures en contact avec la peau ou les muqueuses, une aversion pour les grands regroupements de personnes, besoin de contact avec la nature, besoin de contact avec les animaux, besoin de temps de pause, de silence, de se déconnecter de toute source de stimulation. En même temps qu'un besoin de nourriture expérimentale et émotionnelle. D'accord? Donc, vous voyez toute la complexité en fait de l'hypersensibilité dans les grandes lignes. Selon le profil d'hypersensible que vous pouvez ou que vous aurez pu identifier chez vous ou dans votre entourage, la personne ne cochera pas forcément toutes ces caractéristiques. Certaines plus que d'autres, d'autres seront peut-être complètement atténuées ou normalisées, en tout cas dans l'intensité qu'elles peuvent générer au travers de leur stimulation. Alors, c'est là où justement, en décrivant l'hypersensibilité, parce qu'il y a différentes formes d'intelligence, j'aimerais vous faire le parallèle, justement, des hauts potentiels intellectuels et des hauts potentiels émotionnels. Partant du principe qu'il y a différentes formes d'intelligence et que, je le rappelle, il n'y en a pas de plus importante que d'autres, eh bien, il y a du coup des profils de haut potentiel qui déterminent une très grande acuité de réception et de connexion avec ces informations et de retranscription dans
certains champs d'information. Et donc, c'est la définition d'une intelligence. C'est une capacité à capter des informations, à émettre des informations, à décoder, à coder des informations constituées dans différents champs. La différence entre les deux, quand on parle de haut potentiel intellectuel, c'est une très grande acuité dans des intelligences dites cognitives et un haut potentiel émotionnel caractérisé par une très très grande acuité dans les formes d'intelligence dites émotionnelles, c'est-à-dire beaucoup plus intuitives. Donc on va détailler là un petit peu plus quelles sont les caractéristiques et puis ce qui est ressenti suivant chacun des hauts potentiels. Et donc au travers des formes d'intelligence qui sont particulièrement installées et développées, qui déterminent cette acuité de perception dans des champs d'information. Alors, l'hypersensibilité aux formes d'intelligence intuitive, donc ce qu'on peut qualifier de haut potentiel émotionnel, c'est une hypersensibilité plutôt dite donc émotionnelle. Ça va toucher beaucoup plus la notion d'intuitif et caractériser une personne plus sensitive, donc intuitive et sensitive. Les caractéristiques d'hypersensibilité, en général, sont souvent associées à une perméabilité aux émotions. Les termes d'hyperaffectivité et d'hyperempathie sont alors employés pour décrire ces personnes dotées d'une pensée irradiée par la dimension émotionnelle de chaque expérience de vie. Et ça, c'est la caractéristique des hypersensibles, empathiques, hyperempathes, hyperaffectifs. Donc plutôt à caractéristique de haut potentiel émotionnel. Donc une pensée irradiée par la dimension émotionnelle de chaque expérience de vie, c'est-à-dire une capacité à être bouleversée, troublée, portée ou énervée ou encore exaltée face à un événement, une attitude, un mot, une phrase d'apparence anodine pour quelqu'un d'autre. Les hyperempathes, ils saisissent les messages qui ne sont pas exprimés avec des mots, transmis énergétiquement par le plan subtil. Vous savez que dans le champ quantique, il y a aussi un champ énergétique qui contient tout un tas d'informations qui ne sont pas encore forcément manifestées. Et les hyperempathes ont la capacité d'assimiler physiquement les informations comprises dans l'énergie subtile qui constitue le champ quantique. Toutes les manifestations tangibles, c'est-à-dire les sensations, les émotions comprises, sont issues de cette énergie tangible, subtile, c'est-à-dire elles sont contenues dans cette énergie subtile. Et elles se propagent et elles peuvent venir vous imprégner à ce moment-là. Alors, les hyperempathes ont une forte acuité de perception énergétique et ça les rend capables d'assimiler et ressentir la souffrance et les autres sensations physiques émanant des personnes situées autour d'elles et aussi avec lesquelles elles sont en lien affectif. Donc ça peut être aussi à distance. Quand une de ces personnes en lien affectif est traversée par certaines émotions ou de la souffrance ou certaines sensations assez intenses dans le corps, elles sont en capacité d'en ressentir elles-mêmes les mêmes émotions et les mêmes symptômes dans le corps. Chez elles, donc chez eux, ces hyperempathes, ces hypersensibles hyperempathes, le ressenti vient avant la réflexion et la pensée. Et ça, c'est différent d'un haut potentiel intellectuel. Et ils ont souvent, les hauts potentiels émotionnels ou les hyperempathes, des difficultés à différencier l'état d'être d'autrui du leur. Ce qui les caractérise, on pourrait dire, de par leur hypersensibilité, en plus de cette capacité de capter de façon accrue
les informations contenues dans ce champ d'énergie subtil et qui est accessible à tout instant, tout autour de nous, eh bien, c'est cette porosité qui ne leur permet pas ou les empêche de conscientiser l'état d'être de leur propre individualité. Notamment, le processus d'individuation chez les hyperempathes est difficilement ou pas tout à fait installé. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à identifier les besoins, les émotions, les sensations physiques correspondant à leur propre véhicule terrestre et à leur propre être. Elles sont très poreuses de toutes les sensations, y compris physiques et surtout émotionnelles, de ce qui est ressenti chez les autres autour d'elles, chez les autres êtres en fait. Les personnes hyperempathiques présentent certaines ou toutes les caractéristiques des personnes hypersensibles définies par Hélène Aron. Donc là, on retrouve les caractéristiques de l'hypersensibilité qu'on va retrouver de façon commune chez tous les hauts potentiels, mais avec des caractéristiques un petit peu plus précises qui correspondent aux hyper-empathiques, aux hyper-affectifs, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels. Donc c'est une forme, ce sont des formes d'intelligence très importantes parce qu'elles permettent de pouvoir percevoir un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément encore manifestées, qui ne sont pas forcément pragmatiques. Et puis, quant à l'hypersensibilité aux formes d'intelligence cognitive, c'est-à-dire le haut potentiel intellectuel, eh bien là, on a affaire à une hypersensibilité plus sensorielle et intellectuelle, c'est-à-dire tout ce qui est cognitif et dans ce qui correspond en fait à l'intellect et à l'élaboration de processus et au décodage d'un certain nombre de processus. C'est en lien aussi avec la sensorialité, c'est-à-dire la capacité vraiment de ressentir tout ce qui est inhérent et directement manifesté comme information au niveau du véhicule terrestre et du corps. Et notamment à travers des 5 sens. Ça permet de percevoir en fait dans chacune des expériences toutes les informations et les stimuli en lien avec son propre corps, son propre véhicule terrestre, ainsi que tous les éléments environnementaux présents dans la situation. Donc il y a aussi une hypersensibilité sensorielle et intellectuelle. Et celle-ci, en fait, elle va permettre de décoder les processus de toute manifestation qui existe et qui se crée, en fait, à tout instant de façon pragmatique, en pensée élaborée séquentielle. Donc, les capacités intellectuelles permettent une élaboration de pensée cohérente, permettant l'explication de processus qui se déroulent en fait, c'est-à-dire comment fonctionne toute chose. Une recette de cuisine, une chimie, une alchimisation, un comportement, d'où provient ce comportement, d'où ça part, d'identifier des besoins, les conséquences du fait de ne pas subvenir à ces besoins, comme les conséquences du fait de subvenir à ces besoins ou de répondre à ces besoins. Et ça permet aussi, cette élaboration de pensée cohérente, la reproduction de ces processus quand ils sont identifiés comme pouvant amener à la résolution d'une problématique. Donc l'hypersensibilité aux formes d'intelligence cognitive permet
de capter et de décoder au travers de toute la sensorialité, donc du corps et d'une grande conscientisation du corps physique, au travers de toute la connexion sensorielle qui sont des canaux qui permettent de capter un certain nombre d'informations environnementales qui se réalisent au travers de tous les sens et qui vont amener au développement de cette pensée élaborée qui caractérise l'intelligence intellectuelle, qui permet de décoder toute situation et qui permet, alors qu'une situation a eu lieu une fois, deux fois, trois fois, d'en identifier, d'en décoder le processus particulier et qui permet de déterminer, lorsque l'on part d'une situation, d'en identifier toutes les étapes par lesquelles ça passe et ensuite le résultat auquel on arrive. Ce qui permet bien entendu, quand on arrive à développer à ce point la pensée, au travers de cette intelligence intellectuelle, de permettre d'élaborer d'autres schémas, d'autres étapes, en modifiant la variable pour voir justement quel autre résultat ça donne. Et ce qui permet de pouvoir apporter, lorsque des situations ou une problématique se représente régulièrement, eh bien, automatiquement, d'en identifier les symptômes, les caractéristiques, et de pouvoir, après un diagnostic de la situation, mettre en place un processus d'élaboration pour résoudre cette problématique. Autrement dit, pour répondre à la problématique de façon complètement adaptée. Ce qui permet quoi? Ce qui permet de gagner du temps, de décoder le monde dans sa façon et dans sa dimension globale, de façon très pragmatique, avec une attitude, un comportement très précis, qui va répondre complètement à la situation sans aller fournir une énergie trop importante qui se passe lorsque on est pour la première fois face à une problématique. D'accord? Donc, ce qui permet justement de répondre plus rapidement à des problématiques, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite par rapport à des situations du quotidien, par rapport à une action ou à des gestes que l'on doit recréer régulièrement pour produire quelque chose, produire des idées, produire une conférence, produire ou construire un édifice, une maison, quel que soit ce qu'il y a à manifester, et dans la journée et dans le monde au quotidien, il y a toujours beaucoup de choses à manifester. Donc c'est de l'ordre de la ritualisation de certains comportements. Ça permet aussi de codifier les relations, d'identifier les différents niveaux relationnels et affectifs, et de pouvoir y répondre en fonction de qui est qui, en fonction de la qualification du lien que je peux avoir avec eux. Donc cette hypersensibilité aux formes d'intelligence cognitive, elle permet d'approfondir une conscientisation aiguë de tout un tas d'expériences et de situations de vie. Elle permet aussi de pouvoir développer et de mémoriser beaucoup de connaissances issues de ces expériences, ou bien issues d'un processus d'apprentissage au travers de lecture et d'écoute et de pratique de certains gestes ou d'une certaine méthodologie. Donc la méthodologie, c'est ce qui permet justement de répondre au mieux à un maximum de situations de vie du quotidien. Donc ce sont des intelligences qui sont aussi très importantes pour pouvoir répondre au mieux dans sa vie au quotidien, au travers de son travail, dans ses relations amicales, dans ses relations affectives,
et d'autres encore. Et tout ça passe par le corps et l'expérience psychomotrice qui se déroule dès l'enfance et qui permet de ressentir au contact de tous les sens les différentes textures, les différentes sensations et les différentes applications concernant des objets, des recettes et tous les éléments qui constituent l'appréhension du monde dans lequel nous évoluons. Et donc là, eh bien, ces personnes-là sont particulièrement perméables à une activité intellectuelle et sensorielle qu'elles développent et qu'elles ont besoin de stimuler. En tout cas, c'est au travers de ces champs-là et de ces aspects-là de leur être qu'elles vont avoir une plus grande acuité de perception des informations. Donc on voit là différents profils et le parallèle qui peut être fait entre hypersensibilité et haut potentiel, et comment d'un profil à l'autre, entre un haut potentiel intellectuel et un haut potentiel émotionnel, eh bien il y a des différences de perception, et bien que les deux aient vraiment des caractéristiques d'une très grande acuité de perception d'information, d'où cette hypersensibilité, eh bien ils ne captent pas et ils ne perçoivent pas et ils ne codent pas les informations de la même façon, et ils ne codent pas et ils ne décodent pas le même type d'information. Donc ça c'était quelque chose à mon sens qui était important d'intégrer, parce que c'est ce qui va ce qui peut manifester justement d'un profil de haut potentiel à l'autre une difficulté de reconnaissance, de se reconnaître. Lorsque on est un haut potentiel émotionnel, on ne se reconnaîtra de toute façon pas dans les caractéristiques d'un haut potentiel intellectuel, mais pour autant, les formes d'intelligence qui sont à disposition et très sensibilisées chez ces profils-là sont très importantes et peuvent être gérées et en tout cas données ressources à des informations de très grande importance qui peuvent être justement bien gérées et développées par la suite. Quand ces deux hauts potentiels se rencontrent, haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel, bien qu'ils aient des caractéristiques de surefficience tous les deux, eh bien ça peut provoquer des étincelles ou une incompréhension, comme en même temps une grande capacité à s'attirer, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même identique chez les hauts potentiels ou chez les hypersensibles, c'est leur façon d'être au monde qui n'a rien à voir avec la majeure partie des personnes de leur tranche d'âge. D'où cette difficulté de se sentir à sa place ou intégré comme la plupart des gens avec la plupart des gens. J'espère que tout ça vous aura été utile et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.